Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Dernier jour du mois d'avril 2026, bonsoir et bienvenue dans le journal. Tout de suite, les principaux titres. 29 ans, jour pour jour que 40 séminaristes du lycée d'Obuta ont été sauvagement assassinés par des rebelles. Aujourd'hui, les survivants et les familles des victimes réclament tous justice. Et puis, 9 enfants âgés d'au moins de 18 ans ont été victimes de diverses formes de violence, dont des abus sexuels, depuis janvier 2026 en province de Butanyerera. Les défenseurs des droits de la personne humaine dénoncent l'impunité dont jouissent les auteurs de ces actes de violence. Et au moment où le monde entier se prépare à la célébration de la fête du travail, prévue pour ce vendredi 1er mai, des fonctionnaires dont nous nous sommes entretenus affirment que cette journée les trouve dans une pauvreté extrême au point qu'ils peinent à survivre. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Au bonsoir, 30 avril 1997, 30 avril 2026, 29 ans, jour pour jour que 40 séminaristes du lycée d'Obuta ont été sauvagement assassinés par des rebelles lourdement armés. Leur crime, avoir refusé de se séparer selon leur appartenance ethnique. Aujourd'hui, leur famille réclame toujours justice. Que s'est-il passé à Obuta ce jour-là? Retour sur cette journée fatidique avec Josiane Mouzanedze. Depuis le 29 avril, des rumeurs sur une probable attaque du séminaire d'Obuta circulaient, des rumeurs qui se sont révélées vraies quelques heures seulement après que les élèves se soient couchés. En effet, le 30 avril, vers 5 heures du matin, des centaines de rebelles estimés à 3 bataillons ont dévalé des collines voisines et ont envahi la propriété du séminaire d'Obuta. Ils ont investi le dortoir des aînés et regroupé tous les élèves. Ils leur ont demandé de se ranger par ethnie et devant le refus catégorique des élèves de se répartir entre Hutu et Tutsi, une des rebelles qui était aux commandes a chargé sa Kalachnikov et s'est mise à tirer dans le tas. Puis un autre rebelle a dégoupillé une grenade et l'a balancée dans le groupe pour se rassurer qu'il n'y avait aucun survivant. Après avoir tué dans le dortoir des grands, les rebelles ont poursuivi leur sale besogne dans le dortoir des petits. Mais ces derniers avaient déjà confectionné une sorte de corde à l'aide des draps. Même si plusieurs d'entre eux ont pu se sauver, il y en a qui n'ont pas eu cette chance car ces rebelles étaient bien préparés et lourdement armés et ont tiré sur ces enfants comme sur des lapins à l'aide d'une mitrailleuse réservée à la défense aérienne, ce qui a poussé les enfants à sauter dans la cour intérieure et fuir par les champs. Certains seront également tués par ces rebelles assoiffés de sang qui les avaient pris en chasse. Au total, 40 séminaristes furent assassinés. Il s'agit de Jean-Thierry Arakaza, Bernard Baroufissé, Gilbert Balinakandi, Alain Basile Baïchemeze, Sébastien Bitangwanimana, Rémi Doussabo Mukama, Robert Dushimilimana, Eloi Gahungu, Leonidas Gatabazi, Willermin Habarugira, Pascal Hakizimana, Joseph Harerimana, Jean-Marie Kanani, Pacifique Kanezere, Adronis Manirakiza, Jules Matore, Longin Mbazumutima, Joseph Mouhenegeri, Jimmy Prudence Muregwa, Désiré Ndagijimana, Odas Ndairagiji, Pi Ndayitwayeko, Emery Ndayumvaneza, Alexis Ndikumana, Boniface Ndouayo, Désiré Ndouimana, Focas Nibaruta, Prosper Nimubona, Diomède Ninganza, Patrick Ninahazwe, Égide Niyongabo, Prosper Niyongabo, Proté Niyonguru, Pasteur Niyongeko, Alphonse Nakiyicha, Pierre Claver Nungwanayo, Gédéon Nunzwenimana, Lénine Nzisabira, Oscar Nzisabira et Gabriel Sebaene. Ces séminaristes ont été sauvagement assassinés par les rebelles du CNDD-FDD aujourd'hui au pouvoir. Ils avaient entre 16 et 24 ans. 29 ans après, justice ne leur a toujours pas été rendue. Vous saurez qu'en plus
plus de ces 40 jeunes élèves tués, une trentaine d'autres a été grièvement blessée. Et parmi les épreuves traversées par les Burundais lors des violences qui ont endeuillé le Burundi et sa population figure celle qui s'est produite à Buta. Déclaration de Cyriaque Mbonabucha, l'un des survivants de l'attaque menée contre le séminaire de Buta en avril 1997. Il nous raconte certaines des épreuves qu'ils ont vécues. tariki 30 z'ukwezi kwa kane mu 1997 niga mu mwaka wa nyuma w'amashuri ego hanyuma si umunsi mwiza ntivyoroshe kuvuga imbere yuko badutera umunsi wa kabiri mu gitondo iyo ndwi yose hari hamaze imisi hari intambara muri sud du pays yarishaje muri sud du pays kuwa kabiri mu gitondo turiko tuduza idrapo niho twumva inkoho irasa no twumva barasa. Le 30 avril 1997, j'étais en terminale. Ce fut une journée terrible. C'est le moins qu'on puisse dire. Avant l'attaque du matin du mardi, la guerre faisait rage depuis plusieurs jours dans le sud du pays. Ce matin-là, alors que nous hissions le drapeau, nous avons entendu des coups de feu. On nous a dit que l'antenne de Nazézé avait été détruite. Le pays était en guerre entre l'armée burundaise et les rebelles du CNDD. Nous avons fini de hisser le drapeau et tout au long de la journée, de nombreux réfugiés sont arrivés, dont un grand nombre de personnes. On aurait pu croire que des rebelles se trouvaient parmi eux. Nous avions peur. Et cela faisait des jours que nous avions peur. Des rumeurs circulaient selon lesquelles ils allaient nous attaquer. Le même jour, l'administration est venue informer nos responsables, leur expliquer la situation et nous réconforter. Mais le soir, nous leur avons demandé de rentrer chez nous, car à notre issue, le directeur nous a répété qu'ils avaient demandé l'intervention des soldats. Des rumeurs circulaient disant que les rebelles prendraient l'hôtel le lendemain matin avec nous. Mais on nous avait annoncé l'arrivée des commandos d'Ongodi. À 5h20, nous avons entendu le premier coup de feu. Ils ont tiré. Il y avait beaucoup de rebelles et une rafale de coups de feu. Nous nous sommes cachés sous les lits. Ils ont dit de sortir car nous nous étions cachés. Ils ont tiré et ça a continué. Puis, ils se sont arrêtés et nous ont ordonné de sortir de sous les lits. Ils nous ont dit, Hutu et Tutsi, divisez-vous. Hutu par ici, Tutsi par là. Ils l'ont répété 3 fois. Ensuite, ils ont prononcé d'autres mots barbares et encore d'autres en disant, tirez-les. Il y avait des élèves qui avaient déjà été abattus. Quand nous sommes sortis de sous les lits, on nous a tiré dessus. Ico gihe rero bashitse twaciye tunyigira munsi y'ibitanda niho rero bariko bararondera baciye bavuga ati bari munsi y'ibitanda barase baca baratangura bararasa baca barahagarika gatoya baca bavuga ati aho va munsi y'ibitanda abahutu n'abatutsi turababwiye nimutandukane abahutu ukwabo abatutsi ukwabo ntivyaba bashobora kuba barabivuze inshuro 3 niho baca bavuga ati raba bahenze n'ibindi bitutsi bindi ati barase ni mu buraso bw'ubuhimbi canke bara ari abanyeshuri bari bamaze kuraswa uko twava munsi y'ibitanda bararasa atanko hataki. Et Cyriaque Mbonabucha affirme également qu'il ne fait aucun doute que les assaillants appartenaient au CNDD-FDD et que leur porte-parole Jérôme Ndivo l'avait lui-même déclaré à la radio. Écoutons de nouveau Cyriaque Mbonabucha. Umuntu yatanze uruhusha rwo kurasa yari umuntu w'umugore cyangwa umukobwa kandi yavuga ikinyarwanda avuga ngo barabahenze. Une personne qui avait donné l'autorisation de tirer était une femme ou une jeune fille. Ils nous ont insultés en disant des paroles très dures et difficiles à répéter. Ils parlaient en Kinyarwanda et parmi eux, il y avait des Burundais et des Rwandais. Ils étaient venus bien préparés en chantant et en faisant beaucoup de bruit avec des tirs de balles. À ce moment-là, quand ils sont entrés, nous avons été complètement bouleversés, mais nous sommes restés là pour essayer de comprendre qui ils étaient. Par la suite, vous avez entendu comme nous ce qui a été déclaré. Ils ont affirmé par la voix de leur porte-parole, Jérôme Ndivo, qu'ils avaient tué des combattants de Wududira, disant que nous étions des soldats de Wududira et que le séminaire était un camp militaire, ce qui n'était pas vrai. Ils l'ont même déclaré à la Voix d'Amérique, comme vous avez pu l'entendre. Donc, ce sont eux-mêmes, les membres du CNDD
décédés qui ont reconnu être venus atari byo tuer. yego barabivuze no kuri voix d'Amérique umengo barabicishijeho barivuze rero n'abasengeze FTD baje kutwica. Seyake Mbonabucha était l'invité dans l'émission Ijamboni Gwawe de dimanche dernier, le 26 avril 2026. Et en ce 30 avril 2026, une messe a été célébrée à la cathédrale Regina Mundi à la mémoire de ces 40 séminaristes assassinés à Outa. RPA. Poursuivons ce journal par la page Droits de l'homme. 9 enfants âgés de moins de 18 ans ont été victimes de diverses formes de violence, dont des abus sexuels au cours des 4 premiers mois de l'année 2026 dans la province de Butanyerera. La majorité de ces victimes provient de la zone Malamirundi, située en commune d'Okayanza. Les défenseurs des droits humains dans cette province dénoncent le fait que les auteurs de ces actes sont souvent arrêtés puis relâchés en raison soit de la négligence, soit de pratiques de corruption impliquant certains magistrats et policiers chargés des dossiers. Rémi de la Gakura nous en dit plus. Le cas récent de victimes de ces violences dans cette province de Butanyerera est un enfant de 9 ans qui a été brûlé par son propre père. Les faits se sont produits le 22 mois d'avril dans la zone Minigo de la commune d'Okayanza. Les défenseurs des droits humains et des enfants dans cette province qui indique que le père de cet enfant l'a brûlé parce qu'il a pris la nourriture dans une casserole qui était en train de cuisiner. L'enfant a été pris en charge de médicaments après que les autorités à la base aient procédé à l'arrestation du père. Par ailleurs, 6 autres fillettes, dont 2 de la zone Malamirundi dans la commune d'Ongozi, ont été violées par des hommes adultes. Malheureusement, aucun de ces agresseurs n'a été sanctionné jusqu'à présent. Les défenseurs des droits de l'enfant dans la province de Butanyerera s'indignent face à cette impunité. Ils dénoncent le fait de nombreux auteurs de violence, des hommes adultes ou jeunes, soient souvent relâchés sans poursuite sérieuse. Parmi les auteurs figure un jeune homme de 26 ans, résident dans le quartier Gatale de la ville d'Ongozi. Il a été interpellé alors qu'il est en compagnie d'une élève de 8e année. Pourtant, après seulement 2 jours de détention, il a été libéré. Les organisations de défense des droits humains dans cette partie du pays dénoncent des pratiques selon lesquelles certains dossiers de violences sexuelles sur mineurs ou autres violences soient délibérément étouffés par des magistrats ou des policiers, souvent en échange de points de vente. Face à cette situation, les associations de la protection de l'enfance demandent qu'il y ait des séances de sensibilisation à l'endroit de personnes qui font le travail des enquêtes de ces crimes odieux commis sur les enfants. Et le nombre de femmes, de mineurs en conflit avec la loi et de nourrissons détenus dans les prisons du Burundi s'est révélé élevé durant l'année 2025. Une situation préoccupante pour l'organisation Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger, ESDDH en sigle, à travers un rapport annuel sur la situation des droits humains au Burundi en 2025, publié ce mercredi. L'organisation ESDDH précise qu'il existe différents facteurs qui expliquent l'augmentation des effectifs de ces catégories de détenus dans les prisons. Le point avec Nadège et la Côte-Zé. À travers ce rapport publié ce mercredi, l'organisation ESDDH indique que concernant la situation carcérale, il s'est remarqué une surpopulation carcérale au Burundi durant l'année 2025. En effet, le 31 décembre 2025, les 13 prisons se trouvant au Burundi hébergeaient 12 784 détenus, alors qu'elles ne devraient pas dépasser 4 294 détenus. En d'autres mots, ces prisons comptaient près de 300% de détenus. L'organisation ESDDH exprime aussi sa préoccupation face à l'augmentation du nombre de femmes détenues en 2025. Bien qu'au mois d'avril et juin, des centaines de femmes ont été libérées, leur nombre s'est encore accru au mois de décembre 2025, où il a atteint plus de 1000 femmes détenues. Le rapport de l'organisation ESDDH montre également que le nombre des mineurs en conflit avec la loi a augmenté, surtout au mois de juillet 2025, avec un effectif de plus de 200 mineurs détenus dans les prisons, sans oublier près de 100 nourrissons qui se trouvent avec leur mère dans les prisons. De façon générale, cette surpopulation carcérale est causée principalement par des détentions arbitraires et les instances judiciaires qui ralentissent le suivi des dossiers des détenus. Par rapport aux mineurs en conflit avec la loi détenus dans les prisons, l'organisation ESDDH précise que leur nombre a augmenté suite aux multiples abandons scolaires et une recrudescence des enfants de la rue, une situation qui les conduit à la délinquance et par conséquent
à la commission de différents délits ou crimes. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des conditions de sécurité et d'hébergement des détenus relatées dans ce rapport de l'organisation ESTDH. Et en page justice, les magistrats de la Cour des comptes ont prêté serment ce jeudi. Et à cette occasion, l'organisation qui milite pour le changement des mentalités et des comportements PARSEM estime que cette institution est essentielle, mais qu'elle fait face à de nombreux défis alors qu'elle pourrait contribuer au développement du pays. La PARSEM demande que cette juridiction soit soutenue par les plus hautes autorités, y compris la présidence de l'État. Elle recommande également qu'elle bénéficie de moyens suffisants, d'un renforcement en personnel et de formation adéquates afin de permettre aux magistrats d'accomplir efficacement leur mission. Sur plutôt Faustin Ndikoumana, il est le président de la PARSEM. D'abord, il faut renforcer son soutien politique au plus haut sommet. Une telle institution chargée de contrôler l'action gouvernementale en matière de gestion des finances publiques, si elle n'a pas un soutien fort de la part, par exemple, du président de la République, ces actions restent toujours sans influence. Deuxièmement, il faut augmenter les ressources humaines, budgétaires, matérielles, allouées à cette cour, afin de lui permettre d'accomplir efficacement ces missions qui sont aussi importantes pour le pays. Deuxièmement, c'est la révision du cadre légal pour soutenir cette institution. Il faut notamment préciser, clarifier les procédures à suivre pour exercer la mission juridictionnelle qui vient d'être établie par la Constitution actuellement en vigueur. La Constitution a joué le rôle d'établir la mission juridictionnelle de la Cour des comptes, mais il faut une loi organique pour clarifier, pour voir les procédures à suivre. Ça reste une lacune, comme l'a toujours été la lacune au sein de la mise sur le pied de la Haute Cour de justice. L'adoption du système de carrière des magistrats. Au lieu des mandats, il faut avoir des magistrats professionnels, renforcer le professionnalisme. Sinon, à chaque 6 ans, il faut renouveler les magistrats, réformer, cela coûte l'État, tous ces renforts de capacité liées. Non, il faut des magistrats de carrière qui doivent avoir une expérience dans le temps pour que vraiment la compétence de la Cour aussi soit élargie. Et il faut aussi renforcer la capacité du personnel, notamment formation continue, pour aussi moderniser les outils, adaptés aux différentes audits. Donc renforcer avec la coopération, et renforcer la coopération avec d'autres cours de comptes déjà avancés dans notre pays. Cinquièmement aussi, il faut la promotion de la collaboration institutionnelle. Parce qu'actuellement, malgré la loi qui contraint plusieurs autorités à déposer le compte, le dépôt des comptes dans le temps réglementaire, c'est prévu dans l'article 101 du décret numéro 100 et barre 255 du 18 octobre 2020. Pourtant, règlement général de gestion du budget public, beaucoup ne le font pas. Et quand ils ne le font pas, il n'y a pas de mesures contraignantes. Donc, il faut vraiment que cette procédure soit respectée. Et en fait, il faut que la mise en application des recommandations de cette cour soit vraiment suivie avec rigueur. Paille santé à présent, la pénurie de cartes d'assistance médicale communément appelée CAM se fait sentir dans plusieurs localités de la commune d'Ogichouvi, en province d'Ogitega. Outre cette insuffisance de cartes de soins, les médicaments destinés à la prise en charge de la population sont également difficiles à trouver dans différents centres de santé de cette commune. Les habitants d'Ogichouvi lancent un appel au gouvernement afin qu'il fasse le nécessaire pour leur fournir ces cartes ainsi que des médicaments suffisants, alors qu'ils affirment continuer à s'acquitter régulièrement des impôts et taxes exigés. Plus de détails avec Innocent Valentin Singilangabo. Chez nous, dans la commune d'Ogichouvi, tous les centres de santé connaissent une pénurie de cartes d'assistance. Ce sont les lamentations d'un habitant de la commune d'Ogichouvi, en province d'Ogitega, qui affirme que la population passe des jours à rechercher les cartes d'assistance médicale, communément appelées CAM, dans différents centres de santé, sans jamais en trouver. Ce qui étonne davantage les habitants d'Ogichouvi, c'est que des messages diffusés régulièrement sur la radio nationale par le ministère de la Santé invitent la population à acheter ces cartes de soins, alors que dans leur commune,
elle reste introuvable. Nous continuons d'entendre à la radio des annonces accompagnées de dates limites invitant la population à acheter la carte de soins. Mais lorsque nous allons la chercher partout, nous ne la trouvons pas. Et quand on se rend à l'hôpital, on nous fait payer le montant qu'on veut. Outre cette pénurie de cartes CAM, les médicaments destinés aux patients sont également absents dans plusieurs centres de santé de la commune d'Ogishubi en province d'Ogitega. Cette situation révolte les habitants de cette commune qui rappellent qu'ils continuent pourtant à payer régulièrement les impôts et taxes exigés par l'État sans en bénéficier de services adéquats. Nous demandons avec insistance que ces cartes de soins soient réellement disponibles pour la population. Quand on va à l'hôpital, il n'y a pas de médicaments. On nous demande d'aller les chercher dans les pharmacies privées. Dans les centres de santé publics, il n'y a presque rien. Partout, on nous renvoie vers les pharmacies. Nous nous demandons alors à quoi nous servent tous les impôts et taxes que nous payons chaque jour. Face à ces plaintes des habitants de la commune d'Ogishubi, la radio RPA n'a pas encore pu joindre le docteur Nepomsene Nkurunziza, responsable du secteur de la santé dans cette commune, pour recueillir sa réaction. Et je vous le disais en titre, au moment où le Burundi, en l'instar d'autres pays, s'apprête à célébrer la fête du travail, certains agents de l'État issus de différentes régions du pays affirment que cette journée qui leur est dédiée les trouve dans une pauvreté extrême au point qu'ils ne parviennent plus à subvenir à leurs besoins ni à entretenir leur famille. Autrefois, dit-il, cette fête était un moment très important. Ils se rassemblaient, partageaient des moments de convivialité et faisaient la fête. Mais aujourd'hui, ils constate que cela n'est plus possible pour beaucoup d'entre eux. Je vous propose d'écouter ces fonctionnaires de l'État qui se sont entretenus avec la RPA. À l'époque, ici au Burundi, tous les Burundais, surtout les employés, célébraient cette fête avec une grande fierté. Toutefois, aujourd'hui, cette fête arrive au moment où s'observe un grand mécontentement car il y a beaucoup de pauvreté, car au marché, les prix se sont tellement rehaussés. Bref, les Burundais ne sont pas contents car le salaire qui touche peut en aucun cas les aider à compléter les besoins. Le fonctionnaire ne peut pas joindre le bout du mois parce que le salaire est très bas. Auparavant, c'était la satisfaction parce que c'était l'évaluation de l'état d'avancement dans les activités des travailleurs. Mais maintenant, quand cette fête arrive, quand le travailleur est maltraité, il n'y a pas donc ce traitement équitable que l'État ne traite pas convenablement le fonctionnaire au Burundi. La fête du 1er mai est arrivée au moment où les travailleurs sont en capacité de le célébrer à cause de la pauvreté. Tous les 7 ans viennent d'être écoulés sans toutefois augmenter le salaire. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de symbole qui montre qu'il y a une fête de travail et des travailleurs, ni des avis en rapport avec la fête. Totalement différent des années passées où devrait préparer avec aisance le défilé ainsi que les fonctionnaires avec des avis adéquats de ce jour. Et dernière nouvelle de ce journal, 1000 réfugiés congolais vivant dans le camp de Wusuma, situé en commune de Ruyigi, nous sommes en province de Buhumuza, ont été rapatriés ce jeudi. Cette opération a été organisée par le HCR en collaboration avec le gouvernement du Burundi et celui de la République démocratique du Congo. Ces rapatriés s'ajoutent à 500 autres qui étaient déjà rentrés il y a une semaine. Tous disent être contents de retourner chez eux car les conditions de vie dans le camp de Wusuma étaient difficiles. Il est prévu que 1000 autres réfugiés devraient être rapatriés jeudi prochain. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 30 avril 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Excellente soirée chez vous.